Bonjour à tous. Déjà, bienvenue à ce webinaire du BGE Club. Aujourd'hui, on a l'intervention de Valentin Brulin, qui est un des cofondateurs du site cofondateur.fr, qui va nous parler, nous donner les clés pour savoir comment bien s'associer et comment convaincre de s'associer quelqu'un qui a un profil technique. Donc déjà, je vous ai donné la possibilité de parler, mais j'ai laissé les micros coupés. Et je vous invite à ne pas activer votre caméra si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse parce que le webinar sera disponible en replay. Et si vous avez des questions, il y a l'onglet Q&R qui vous permet de poser des questions. Et puis n'hésitez pas aussi à discuter dans l'onglet Converser. Voilà, Valentin, je vous laisse la main pour nous présenter. Avec plaisir, merci pour cette petite introduction. Pour les questions, alors étant donné que moi je suis sur ma présentation, que je ne les vois pas forcément, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Sinon, moi j'ai prévu une présentation d'environ 45 minutes avec derrière un petit temps pour les questions. Donc voilà. Ok, après, c'est vous qui me dites, soit je vous dis quand il y a des questions, soit on les lira Et à ben, la vous fin. pouvez m'interrompre, n'hésitez pas. Ok, N'hésitez d'accord. pas, D'accord. s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre. Ok. Ok, je me lance? Ouais, je vous en prie. Allez, super. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être là sur ce petit webinaire. On va parler d'un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Donc, je suis Valentin Brulin, j'ai 30 ans. Je suis un des fondateurs du coup, de la plateforme cofondateur.fr qui met en relation des entrepreneurs comme vous, porteurs de projets, entreprises, startups du digital, avec en face des profils techniques, notamment développeurs, CTO, mais également responsable data acquisition qui souhaitent s'associer. Donc nous, on est vraiment sur une plateforme d'association. On aide des porteurs de projets à trouver leurs associés et à créer des entreprises ou bien ces profils techniques à rejoindre des sociétés qui sont déjà existantes, qu'ils rejoignent du coup sous forme de prise de part. Alors le sujet du jour et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est s'associer avec un profil tech. Comment est-ce qu'on peut convaincre au travers d'un pitch efficace? Alors, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on repasse un petit peu sur l'intérêt de s'associer avec un profil technique. On vulgarise un petit peu aussi le langage parce que c'est toujours important de connaître la différence entre un développeur et un CTO. C'est pas toujours très clair pour tout le monde. Et puis, derrière, on arrivera petit à petit aux erreurs à ne pas faire pour convaincre un profil tech de le rejoindre. Et puis, évidemment, à mettre toutes les chances de son côté par rapport à son projet. Alors pour commencer, je vous disais quelques petits éléments de langage. Il faut savoir que pour les personnes qui viennent sur notre plateforme, que ce soit des porteurs de projets, des entreprises ou des startups du digital, 90% recherchent un profil qui est soit développeur, soit CTO. Et souvent, on nous demande quelle est la différence entre les deux. Alors, un développeur, c'est très simple, hein, c'est une personne qui écrit des lignes de code dans le but de créer un logiciel, un site internet, une application mobile. C'est quelqu'un qui a, si je peux me permettre, constamment les mains dans le cambouis, qui passe le plus clair de son temps derrière un ordinateur à écrire ce code-là. Un CTO, c'est un petit peu différent. C'est un profil qui, en règle générale, est passé par le code, qui a été développeur, mais qui a évolué petit à petit sur un poste. Alors, il a commencé peut-être développeur junior, ensuite développeur senior, lead dev, donc qui a managé en fait des développeurs avant de prendre un peu de recul par rapport à ça et d'être le leader technique de la société. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir moins de plus-value sur le code parce que le code, il a donné, les mains dans le cambouis, il les a mises, il va un peu moins les mettre. Par contre, il va plutôt être là pour établir une stratégie techno, pour définir une architecture, pour recruter une équipe. Un CTO, c'est vraiment un profil qui a une vision à 360 du projet, qui a une vision business et qui a cette maturité technique pour prendre les rênes par rapport à ça. Alors, quelques types de profils. Je vous disais tout à l'heure, développeur junior. C'est un développeur qui, comme son nom l'indique, soit est en autodidacte, soit sort d'école et qui a assez peu d'expérience. Développeur senior, un petit peu plus d'expérience. Le lead dev, c'est un profil parmi les profils techniques qui manage des développeurs, qui a encore pas mal les mains dans le code. Et puis le CTO, c'est ce profil un peu plus stratège dont on a parlé. Donc pour le CTO, on va venir implémenter cette brique stratégie, là où pour le lead dev,
on avait la brique management. Pour les devs, on est plutôt sur cette brique codeur, main dans le cambouis. Pourquoi est-ce qu'on s'associe avec un profil tech avant de le convaincre et d'essayer de le convaincre en fait de joindre son projet. Pourquoi quel est l'intérêt en fait de s'associer avec ce type de profil? Alors, je vais détailler quelques petits éléments de réponse. Alors, j'attire votre attention sur celui-ci. Alors, vous allez dire, il est bien sympa, il enfonce des portes ouvertes. Évidemment que si on s'associe, c'est pour pas être seul. Mais j'aime bien y passer un tout petit peu de temps parce qu'il faut bien se dire que ce soit avec un profil technique ou avec tout type d'associé d'ailleurs, quand on entreprend, la solitude, c'est pour moi le principal mal de l'entrepreneur. C'est la principale difficulté de l'entrepreneuse, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on entreprend au début, c'est compliqué, ça fonctionne pas. On met du temps à trouver son modèle économique, on met du temps à gagner de l'argent, forcément. C'est extrêmement compliqué. Quand nos amis, notre famille nous demandent Baptiste, comment ça se passe ton projet? On est obligé un petit peu de faire front et de dire ça se passe super bien. Alors qu'en fait, c'est pas toujours si évident que ça. Et c'est une des qualités de l'association, c'est d'aller chercher un profil qui est capable de partager en fait l'expérience, de partager l'aventure entrepreneuriale. Et c'est des mots que j'ai mis juste en dessous. Et d'être avec vous pour affronter non seulement les obstacles, mais également pour vivre ensemble les succès. C'est extrêmement important dans cette aventure entrepreneuriale de ne pas être seul et de vaincre cette solitude. Un associé ou une associée, c'est également quelqu'un qui va être là pour challenger vos idées et vous permettre de vous remettre en question. Très souvent, et c'est l'intérêt d'avoir un profil technique dans l'équipe, très souvent, moi-même qui suis par exemple issu d'un parcours business, j'ai fait une école de commerce, quand j'avais des idées de création d'entreprise, j'étais persuadé en fait que tout était réalisable. Et avoir en fait un profil technique dans l'équipe, c'est avant tout quelqu'un qui va vous dire non mais Valentin, en fait ton truc c'est pas du tout possible, ça prend énormément de temps à développer, il faut d'abord que tu partes, on peut déjà partir sur ces premières fonctionnalités, voir déjà si on va avoir un retour conséquent de la part des utilisateurs, itérer par rapport à ça, et puis derrière, les fonctionnalités que tu veux mettre en place, on les mettra en place, mais si jamais on a un intérêt déjà sur la première vague de fonctionnalités qu'on a pu développer. Ce challenge d'idées, il nous permet aussi de vous dire parfois, Valentin, Baptiste, tu es en train de complètement te tromper là, tu ne peux pas prendre cette décision-là. C'est quelqu'un qui va vous permettre en fait d'aller plus lentement, mais d'aller certainement plus loin et de ne pas aller droit dans le mur quand vous êtes avec les œillères et que vous avez la tête dans le guidon par rapport à votre idée. Également la complémentarité, bien entendu, l'intérêt de s'associer, et ça vaut le coup, et ça concerne directement les profils techniques. Quand on est profil business, profil marketeur, profil plutôt gestion juridique, et qu'on a une idée soit de start-up, soit de projet digital, on a l'idée, mais on ne sait pas comment la produire. Et on va aller chercher ce profil technique qui va être capable non seulement de développer la solution, de la produire, mais également surtout de faire les bons choix techno pour avancer par rapport à ça. N'hésitez pas du coup à me couper encore, Estelle, si jamais il y a des questions ou des petits éléments par rapport à cette introduction. D'accord, pour le moment, il n'y a pas de questions, donc c'est bon. À quel moment est-ce qu'on s'associe avec un profil tech? Alors, encore une fois, avant de le convaincre, ce profil, il est intéressant de se dire, voilà, à quel moment est-ce que je vais m'associer? Est-ce que c'est tout de suite au stade d'idée? Est-ce que je vais attendre un petit peu d'avoir un premier MVP de développer? Est-ce que je vais attendre le lancement? Ou est-ce que c'est quand je suis en phase d'accélération que là, vraiment, je vais chercher un profil? En fait, pardon, deuxième question qui vient avec cette première question, c'est quel profil pour quel besoin en fonction de notre état d'avancement, qu'est-ce qu'on va chercher comme profil, quel est le bon profil technique qui correspond à notre recherche. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse par rapport à ça et en même temps, il y a plein de réponses en fonction du stade d'avancée de votre projet. Alors, concrètement, quand on est au stade d'idée, je suis Baptiste, j'ai n'importe quoi, 25 ans, j'ai une idée, j'ai envie de créer une marketplace qui va permettre à des vendeurs éthiques de vendre du meuble qui est fabriqué en France. Je vais les mettre en relation avec des acheteurs potentiels et je vais créer en fait cette marketplace
qui est éco-responsable. À l'instant T, ce dont j'ai besoin, c'est d'un développeur. Beaucoup sont persuadés qu'on va avoir besoin d'un CTO, mais en fait, c'est un développeur. J'ai besoin de quelqu'un qui est capable de m'aider en fait à produire cette idée, c'est-à-dire à coder tout simplement cette marque. Je puisse aller vendre l'idée, aller recruter mes vendeurs, puis avec mes vendeurs attirer mes utilisateurs et donc mes acheteurs sur la plateforme. Au stade Il y a de... deux petites questions. Oui, Il y a quelqu'un qui se demande que représentent les symboles dans le rond bleu. Bleu, pardon. les symboles dans le rond bleu, c'est des symboles soit de framework, soit de langage. Donc, vous avez notamment Symfony ici, qui est un framework PHP. Ici, c'est le CMS WordPress. Et là, le point JS, c'est simplement en fait des petits langages qu'on a mis. Qu'on a mis. C'est pas très beau d'ailleurs, on la refera cette slide. Et il y a une autre question aussi de Hamza qui demande est-ce qu'on peut s'associer dans tous les domaines, le sien étant la création de vêtements en pièces uniques? Alors, est-ce qu'on peut s'associer dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité? Oui, hein, sur notre plateforme, nous, on a des projets qui sont dans tous les secteurs d'activité, absolument tous, pardon. Le fil rouge, hein, on va dire, c'est d'avoir un projet qui est digital, un projet qui va nécessiter une création digitale. Donc, ça peut être un objet connecté, ça peut être un site internet, ça peut être une application mobile. Mais si on n'a pas ce projet digital, il n'y a aucun intérêt à venir, par exemple, sur notre plateforme. Donc, Hamza, pour répondre à votre question, on pourra en parler un petit peu après. Si jamais votre projet est dans la vente de textiles, si j'ai bien compris, si c'est un site e-commerce ou bien une marketplace, bah oui, il y a un intérêt évidemment à venir aller chercher un profil technique qui va vous aider à développer la société. Pour reprendre un petit peu cette présentation, je disais au stade d'idée, voilà, on cherche plutôt un développeur. Alors, il y a des tas de manières en fait de monter un projet digital, mais très souvent, et c'est ce qu'on observe très souvent chez les porteurs de projets qui passent par notre plateforme, on est un petit peu dans cette freeze, hein, c'est-à-dire qu'on commence par une idée, ensuite on va développer un MVP. Alors, un MVP pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un minimum viable product. Donc, désolé pour mon accent anglais absolument affreux, mais en français, c'est un produit minimum viable. Donc, c'est-à-dire, concrètement, pour vous donner une image, c'est la locomotive avec le premier wagon. C'est-à-dire qu'on va aller chercher l'ensemble des fonctionnalités qui sont primordiales pour aller avoir un retour utilisateur et commencer possiblement à vendre et à gagner de l'argent. Donc concrètement, pour reprendre mon exemple de locomotive, dans un premier temps, bah, on a besoin de la locomotive hein, forcément pour faire avancer le train, mais cette locomotive, on va lui joindre un seul wagon, ce qui va permettre aux utilisateurs, aux voyageurs de monter dans le wagon, de gagner suffisamment d'argent. Une fois que le wagon est plein parce qu'on a convaincu en fait ces utilisateurs, on va venir agréger le deuxième wagon, le troisième wagon, etc., etc. Et ça marche pareil avec les fonctionnalités. Le principe du MVP, c'est de venir prendre les fonctionnalités qui sont primordiales et puis petit à petit, avec les retours utilisateurs, on va venir ajouter des fonctionnalités supplémentaires ou d'ailleurs enlever hein, parfois des fonctionnalités qui ne servent à rien ou qui sont très mal perçues. Au stade de MVP, du coup, on a un produit qui est développé et derrière, on va, avec les retours utilisateurs, partir sur une phase de lancement où on va lancer sa société. Et puis, à partir du moment où on a pivoté une fois, deux fois, quand on monte une startup, c'est très souvent ce qui se passe, c'est qu'on pivote, on change notre modèle économique, on change un petit peu notre offre, on essaie de trouver la bonne solution pour aller le plus loin possible. Et bien derrière, on est en phase d'accélération une fois qu'on pense avoir trouvé la bonne forme. À ces stades, lancement, accélération, parfois c'est le stade où les besoins techniques s'accumulent un petit peu. Et là, on va commencer à avoir un, deux, trois développeurs ou bosser peut-être travailler avec une agence ou bien des développeurs qui sont en externe. Et dans ce cas-là, il est toujours intéressant d'avoir un leader technique. En général, c'est un lead dev à ce stade du projet qui est recherché, quelqu'un qui est capable de travailler en fait avec les développeurs et de les manager. Et puis, au fur et à mesure, quand on rentre dans la phase d'accélération, il est nécessaire d'avoir, pour nous en tout cas, d'avoir un CTO, quelqu'un qui a cette expérience, cette stratégie, cette carte stratégique, cette vision 360 du projet pour maintenir le cap et permettre de déployer la solution et d'accélérer le développement de la société. Maintenant, ce qui est très intéressant à dire, c'est que
à partir du moment en fait, où on est dans ces différents stades d'avancée, peu importe en fait le stade d'avancée, un CTO fait toujours du bien. Pourquoi? Parce qu'un CTO, ce leader technique, il a cette vision où il va dire, en fonction, il est capable de prendre un projet de A à Z et de dire à partir du moment où vous allez déployer en fait ce projet, où vous allez lancer ce projet, vous allez avoir besoin de telles briques en termes d'administration système, en termes de base de données, en termes d'architecture, en termes de choix technologiques. Vous allez devoir faire ces choix-là, vous allez devoir prendre ce chemin-là. Et c'est toujours intéressant, moi je pense, d'avoir un CTO un peu en tant que consultant pour accompagner le projet technique, pour être sûr de prendre les bonnes décisions, quand parfois on s'associe dans un premier temps avec un développeur qui va être là dans le projet pour développer la solution, mais qui n'a peut-être pas encore et qui n'a pas, c'est une certitude, encore cette vision stratégique et cette expérience qui lui permet d'aller un peu plus loin. Et c'est très souvent ce qu'on voit parce qu'aujourd'hui, avec une idée, c'est très très compliqué d'aller s'associer avec un CTO. Pourquoi? Parce que le CTO, sa plus-value, elle n'est pas sur le code, elle est sur les choix techno, la stratégie qu'il va mettre en place pour vous aider à réaliser ce projet. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec un profil tech? Alors, avant d'aller parler encore une fois de comment convaincre ce profil-là, il y a très souvent des erreurs qui sont faites par les porteurs de projets, par les dirigeants de société qui essayent d'intégrer dans l'équipe dirigeante, dans l'équipe d'associés, un profil tech. Et très, très souvent, on voit ces erreurs sur la plateforme. Donc, je vous les ai listées. Elles sont souvent assez liées, d'ailleurs, même s'il y a des petites spécificités. Premièrement, les porteurs de projets qui surestiment un petit peu et leur projet et leurs capacités. On voit très très souvent ce porteur de projet qui est très très confiant, qui a un petit peu des œillères, et ça vient avec l'idée de ne pas écouter, qui est très confiant sur son projet, qui est très très confiant sur ses capacités, du coup qui a beaucoup de mal en fait à se remettre en cause et qui est finalement pas toujours en fait à la hauteur de ce qu'il ou de ce qu'elle, bien sûr, veut mettre en place et de ce qu'il ou elle veut réaliser. Et c'était Oussama Hamar de The Family, que vous connaissez sûrement, qui donnait cette expression que j'aime beaucoup, qui dit voilà, on voit très souvent en fait ce porteur de projet un peu comme le pharaon là, qui descend de la montagne et qui est persuadé que tous les développeurs sont à ses pieds parce qu'il a l'idée du siècle. Mais ça arrive en fait plus souvent qu'on ne le croit. Donc attention à ça, parce que un profil technique, on est sur des profils, les développeurs, les profils CTO, on est sur des profils qui sont en règle générale très très analytiques, qui sont, et je le dis en toute bienveillance, qui sont très très terre à terre, très rationnels. Et du coup, se surestimer, en faire trop, raconter n'importe quoi, ça passe pas. Ça passe pas et c'est très souvent en fait rédhibitoire par rapport par rapport à leur possible venue dans le projet. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça et rester bien conscient en fait de son projet, des capacités de son projet et surtout apprendre en fait à écouter, pas tout le temps se remettre en cause, mais apprendre à le faire un petit peu à partir du moment où on nous montre ce qu'il faut faire et à partir du moment surtout où on n'est pas sur notre domaine de compétences. Surestimer ses capacités, attention, on ne peut pas avoir toutes les capacités. L'entrepreneur qui a toutes les compétences, ça n'existe pas. Vous pouvez être très bon sur la partie relationnelle, sur la partie business, mais vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences. Ce n'est pas possible. Et il faut apprendre justement à se dire ok, moi je sais faire ça, mais ça, je ne sais pas du tout le faire. Donc je vais te laisser la parole par rapport à ça. Et ça vient également avec cette idée d'imposer les technos. On voit beaucoup de porteurs de projets, malheureusement, qui sont issus très souvent, et j'en fais partie, j'ai été ancien école de commerce, non, très généralement c'est ce profil-là qui est persuadé en fait que le projet doit se faire sous du Python. Alors le Python c'est un langage informatique qui doit se faire sous du Python, sous du Node.js, sous du PHP. Pourquoi? Parce que il a lu ce profil-là dans un article que c'était hyper bien. Et du coup, le profil technique en face se dit bah ouais, mais en fait, tu connais rien, quoi. Donc, tu peux pas en fait m'imposer une techno. C'est à moi de te dire sur quelle techno en fonction de ton projet. C'est à moi de trouver les bonnes technos et de te faire les bonnes recommandations. Faire ça, et beaucoup le font, attention, c'est un petit peu comme si le profil technique, il venait vous voir alors que vous êtes un très très bon en business, qui venait vous voir et qui vous disait bah voilà, en fait, ton projet, tu vas le vendre de telle manière, tu vas créer tel argumentaire, tu vas d'abord
attaquer cette cible-là. Sur les 2 premières semaines, tu vas passer des coups de fil, ensuite tu vas relancer par mail. En fait, vous avez juste envie de dire non, mais reste sur ta partie technique, ça moi je sais faire, c'est mon boulot. Donc attention à ne pas en fait empiéter sur les compétences de l'autre. Ça marche évidemment dans les deux sens, mais côté profil technique, c'est souvent très rédhibitoire. Ne pas prendre en compte les spécificités du profil. Alors c'est un profil qui, encore une fois, est le profil technique qui est assez spécifique parce que, comme je vous disais, très analytique, très rationnel, très terre à terre. Pour un développeur, c'est 0 ou 1, 0,5, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui ne fait pas forcément beaucoup de compromis, qui prend les choses au pied de la lettre. Et encore une fois, je ne rentre pas dans le cliché, c'est simplement une observation de l'ensemble des profils qu'on a pu avoir sur notre plateforme. Et c'est des spécificités en fait qu'il faut prendre en compte. À côté de ça, ce sont des profils qui sont très challengeants, très, comme je le disais, analytiques, et du coup, qui vont challenger votre projet, qui vont aller au fond des choses, qui vont essayer de comprendre, qui vont vous demander énormément d'informations, qui vont vous demander, Baptiste, sur ton projet, où est-ce qu'on en est, par rapport à ça, dans 3 ans, est-ce qu'on commence à gagner de l'argent? Est-ce que tu penses qu'il va falloir aller se financer? Est-ce qu'on va faire une levée de fonds? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tester cette offre-là? Voilà, c'est un profil qui a très souvent des idées et qui pousse en fait ces idées-là, qui pousse le challenge. Donc il faut vraiment faire très attention à ça et avoir en tête en fait les spécificités de ce profil. Qu'est-ce qu'il cherche un profil technique? Alors on a vu juste avant les erreurs à ne pas commettre, mais maintenant qu'est-ce qu'il cherche? Alors on a fait nous une étude sur un peu plus de 1000 profils tech, développeurs CTO principalement de notre plateforme, et on a 5 en fait idées qui sont ressorties. La question exacte, c'était aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez pour rejoindre un projet d'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va permettre à ces profils qui sont sur un véritable piédestal, qui sont en grosse position de force sur le marché, qui peuvent très bien gagner leur vie, que ce soit en freelance ou bien en CDI, qui sont plutôt bien payés. Qu'est-ce qui va permettre à ces profils, qu'est-ce qui va les pousser en fait à rejoindre un projet d'entrepreneuriat? Voilà 5 éléments de réponse qui sont ressortis en fait de cette étude. Alors, le premier, moi je le prends toujours avec des pincettes. La liberté, pour moi, c'est un des mythes de l'entrepreneuriat. Moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis sur le projet à cofondateur. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on a créé la société. Je peux vous assurer que sur les 3 premières années, j'ai jamais été aussi peu libre que ça, parce que forcément, quand on n'est pas beaucoup dans un premier temps, quand on lance une société, on est obligé en fait d'aller faire des choses qu'on n'aurait pas envie, qu'on n'aurait pas imaginé faire, qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'on n'a pas les personnes pour le faire, donc on doit s'y coller. Mais en tout cas, c'est un aspect qui est très important chez les profils tech, de se dire aujourd'hui, je suis en freelance ou bien je suis en CDI, je suis un peu embêté parce que j'ai plein de compétences, mais on m'enferme un peu dans des tâches qui sont un peu rébarbatives, j'exploite qu'une partie de mon potentiel. Donc moi, j'ai envie d'aller coder un peu pour moi, pour ce projet, et d'aller vivre un peu cette liberté. Voilà, c'est vraiment le ressenti en fait qu'on a côté profil technique. Ça, je le mets ensemble. Projet solide, associé de confiance. Il faut savoir que beaucoup de profils techniques recherchent en général au démarrage un secteur d'activité particulier. Certains disent moi, je veux aller dans l'économie sociale et solidaire, moi, je veux aller dans le sport, moi, je cherche un projet dans la finance. Et puis, en fait, très souvent, on s'aperçoit que ces profils, en fait, ils basculent sur un projet qui n'est pas du tout dans leur secteur d'activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été convaincus par une équipe ou bien par un porteur de projet en qui ils ont réussi en fait à accorder leur confiance, qui leur a fait une grosse impression, ou bien un projet qui leur paraît extrêmement solide, avec un challenge économique qui est plutôt très intéressant, avec des belles perspectives, avec un projet de niche par exemple, mais un projet en tout cas qui les a attirés, et du coup on les voit parfois partir sur des secteurs d'activité qu'ils n'auraient pas du tout imaginé et sur lesquels ils se retrouvent engagés. Côté challenge technique aussi, très important ça pour eux.
il faut imaginer, hein, on est sur des profils qui sont constamment en veille techno, qui sont très, très attirés par les nouvelles technologies. Et si votre projet a ce challenge technique, c'est-à-dire pas forcément dans un premier temps, mais que je dis n'importe quoi je reprends mon exemple de marketplace, euh, pour de la vente de meubles éco-responsables. Je crois que c'est ça l'exemple que j'avais pris. Dans un premier temps, voilà, je lance une marketplace qui est assez classique, mais derrière, je vais venir y insérer un peu d'intelligence artificielle, je vais automatiser beaucoup de choses, je vais mettre en place un système de smart contracts, je vais mettre en place des choses qui demandent une certaine complexité en fait techno. Ça, c'est très important pour eux de se dire, voilà, le projet peut évoluer techniquement et je ne vais pas m'embêter en fait. Je ne vais pas m'embêter parce que faire une marketplace, c'est bien, mais c'est complexe, hein, une marketplace. Hein, c'est une complexité fonctionnelle. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, prendre en compte aussi bien sur la partie back que middle office principalement. C'est un projet qui est poussé et qui est complexe. Mais qui maintenant est un peu entré dans les mœurs et qui est connu. Donc, si vous avez ce challenge technique dans vos projets, vous pouvez vraiment marquer des points auprès de ces profils tech. Et puis, le cinquième élément de réponse qui vient, c'est le sens. On voit beaucoup de profils techniques qui commencent un peu à se poser des questions sur ce qu'ils font en disant, voilà, moi je suis dans la finance, mais en fait concrètement, je sens que j'ai un peu de l'or entre les mains, mais que je les mets au profit d'une société pour faire encore plus d'argent. Et je ne suis pas sûr en fait d'y trouver du sens à ce que je fais. Et on voit de plus en plus de profils techniques qui recherchent ce que je disais tout à l'heure, des projets d'économie sociale et solidaire, donc à impact environnemental, social, avec une dimension écologique, et qui se retrouvent là-dedans et qui ont envie de s'éclater là-dedans et puis surtout d'apporter de la valeur par rapport à ce qu'ils font. Donc, si jamais vous avez des projets qui sont éco-responsables, qui sont éthiques, qui sont ESS, il ne faut pas, faut pas hésiter à le mettre en avant et vraiment vous allez maximiser vos chances d'aller chercher ces profils parce que c'est extrêmement important pour vous. Comment est-ce que je vais convaincre un profil technique de me rejoindre? Là, c'est pareil, c'est des questions qu'on leur a posées en plus de ce qui les attirait. 5 éléments par rapport à ça. Les conditions de travail. Alors, les conditions de travail, c'est pareil, hein, c'est une mentalité, moi, avec laquelle je ne vais pas dire du mal, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une démarche un petit peu freelance qui me dérange pas, mais c'est très important en fait pour les profils tech aujourd'hui de se dire je vais rejoindre ce projet parce que je vais pouvoir aussi bosser de chez moi quand je veux. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément attirés par le fait d'être au bureau tout le temps. Avec ce qui s'est passé l'année dernière, on est forcément sur une évolution des mentalités par rapport à ça, mais le travail en remote, donc le travail à distance, était déjà très, 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 très poussé en fait. Hein, chez eux, déjà, il était déjà très présent. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt important pour eux. Ils tiennent en fait à leurs conditions de travail, avoir une certaine souplesse, une certaine liberté par rapport à ça. Et puis, c'est en règle générale des profils, je reviens sur les spécificités des profils, mais qui sont assez, pas tous évidemment, mais la majorité des cas, assez secrets. C'est des profils avec qui le lien n'est pas toujours très évident à mettre en place, qui sont un peu moins expansifs, un peu plus introvertis parfois. Donc c'est important d'avoir cette liberté, et en tout cas, c'est ce qui ressort de ce qu'on a pu leur demander. Choix des technos, hein, j'en parlais tout à l'heure, ne surtout pas leur imposer leur techno. C'est très, très important pour eux de pouvoir se dire en fait, je vais avoir cette liberté d'aller travailler sur des technos qui m'intéressent, des technos que j'ai envie d'apprendre, des choses que je maîtrise. Il faut se dire, hein, il faut bien vous dire, côté porteur de projet non technique, il y a certainement des profils qui ont un peu une petite dimension technique, un petit background technique parmi vous, mais c'est extrêmement important de savoir, de bien avoir en tête que quand on fait, par exemple, je reprends mon idée de marketplace, mais il y a plein de solutions techno en fait pour faire votre marketplace. Il n'y en a pas qu'une seule, et il n'y en a pas forcément une qui est
mieux que les autres. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de la dimension de votre marketplace, ça dépend de la complexité, du degré d'évolution. Donc, c'est pas, ça, c'est pas votre boulot, quoi. C'est pas votre boulot, c'est vraiment à eux d'avoir cette possibilité-là. Ça vient un petit peu avec le fait de prendre le lead, en fait, hein, il faut accepter, en fait, de leur donner le lead. Et s'ils rejoignent un projet entrepreneurial, c'est très souvent pour passer un cap et se dire, bah, voilà, je vais apporter, en fait, dans ce projet, je vais apporter mes idées, je vais être le leader technique de la société. Et ça, c'est extrêmement important pour eux. Le business plan solide, ça, mine de rien, j'ai été assez surpris. On a été assez surpris ce qu'il faut savoir, en fait, je fais une petite aparté, mais cofondateur.fr, au tout départ, on mettait en relation des porteurs de projets avec tout type d'associés. Il n'y avait pas forcément que des techniques. Et on a pivoté en 2017, en février 2017 exactement, sur le côté technique, parce qu'on avait beaucoup plus de demandes là-dessus. Et on s'est aperçu que c'était vraiment les profils les plus, je le disais tout à l'heure, mais les plus challengeants. Ils vont très très loin par rapport à ça. Ils regardent vraiment le business plan, ils regardent le prévisionnel. Ils veulent savoir, en fait, concrètement, ce que vous avez prévu de faire et si le business, en fait, est viable. Et ça s'explique parce que ces profils-là, ils sont en pénurie. On est sur une pénurie de développeurs, de profils techniques, de CTO en France, encore plus en Europe. Et des projets, ils en voient passer tout le temps. Donc, ils ont besoin d'être rassurés par rapport à ça et de se dire que votre projet, il va fonctionner. Et puis, très souvent, ce qu'on retrouve parmi les interrogations et les volontés, hein, en fait, de ces profils techniques, c'est qu'ils apprécient, alors pas forcément que vous ayez déjà un MVP de développé, et parfois c'est intéressant pour eux, mais ce n'est pas forcément un avantage, parce que quand on a un MVP de développé, ça veut dire qu'il y a soit une agence, soit vous-même, si vous savez coder, soit un freelance ou des freelances qui sont passés, en fait, et qui ont créé un premier MVP. Donc, du coup, il y a du code à récupérer. Le code n'est pas toujours fait comme eux l'auraient imaginé. Donc, ça peut être un avantage parce qu'on arrive pas dans un fauteuil, mais avec un produit qui est déjà développé. Mais d'un autre côté, très souvent, il n'est pas développé comme eux l'auraient imaginé. Donc, ce n'est pas forcément un avantage. Mais par contre, ils sont particulièrement soucieux d'évoluer et de rejoindre des projets avec des porteurs de projets qui ont cette démarche MVP. Et cette démarche MVP, c'est la démarche un peu lean startup, c'est-à-dire qu'on va aller tester, qu'on va aller identifier un besoin, on va trouver une solution pour résoudre un problème et on va commencer assez rapidement à itérer et à créer un premier produit avec très peu de fonctionnalités pour ensuite, avec les retours utilisateurs, l'améliorer au fur et à mesure. Ils ne sont pas très fans de profils qui se disent, bah voilà, moi je veux que mon premier produit là, soit parfaitement fini, avant de tester quoi que ce soit, je veux un produit qui va mettre 6 mois de développement avec un design qui est parfaitement léché. Si vous êtes dans cette démarche-là, vous allez recueillir beaucoup moins de suffrages. Donc, c'est vraiment une démarche qui leur tient à cœur et qu'il faut avoir bien en tête. Est-ce qu'il y a des questions avant que je parte sur la mise en place un petit peu de l'association? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Alors pour le moment, il n'y en a pas. On peut peut-être laisser quelques secondes aux participants, voir s'il y en a certains qui en ont. Vous pouvez aussi activer vos micros. Je vous ai donné la main normalement. Mais s'il n'y en a pas, je vous invite à continuer. On aura un petit moment tout à l'heure pour discuter, pas de problème. Comment est-ce qu'on met en place une association avec un profil technique? Alors, on sort un petit peu du thème du pitch efficace pour aller présenter en fait ce projet, mais on s'en rapproche dans le sens où quand vous vous associez avec un profil tech, il faut que ce soit extrêmement structuré, et pour lui, et pour vous, et pour le projet. Si vous ne respectez pas un certain nombre en fait de règles et de bonnes pratiques, vous allez aller droit dans le mur et on va avoir un projet qui va s'arrêter beaucoup plus rapidement qu'il n'aurait mérité. 5 petits éléments par rapport à ça. Il est très important et on le dit nous très souvent sur notre plateforme, on dit attention, on est une plateforme de rencontres. Donc nous 100% des personnes qui passent chez nous ne se connaissent pas. Elles se rencontrent sur la plateforme et puis ensuite elles vont s'associer, mais dans un premier temps elles ne se connaissent pas. Et nous, la démarche c'est de leur dire attention,
on ne s'associe pas en 3 mois. On se rencontre possiblement en 3 mois et nous, on est sur des programmes de 3 mois sur la plateforme pour apprendre en fait à se connaître, apprendre à se découvrir et commencer à parler du projet ensemble. Mais il est très important de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques pour que ça aille plus loin et que l'association se fasse correctement. Premièrement, sur la partie relations humaines, un associé, une associée, et c'est particulièrement vrai avec un profil technique, c'est avant tout quelqu'un avec qui on se sent bien. Si vous ne vous sentez pas bien avec cette personne, ça ne peut pas marcher. C'est pour moi la première condition sine qua non pour qu'une association se passe bien. Il faut prendre du temps et j'y viens ici avec cette période d'essai, il faut prendre du temps en fait pour apprendre à se connaître. Si vous vous associez trop rapidement et que vous ne vous connaissez pas, c'est un peu, et on dit très souvent que l'association, et moi je partage cette idée, est un mariage professionnel. Si vous vous associez trop rapidement, c'est un petit peu comme si vous rencontriez une fille ou un garçon, et puis 2 mois après, vous décidez de vous marier. Vous vous mariez, tout se passe bien, et puis en fait, un mois après, vous découvrez, parce que vous n'avez pas pris le temps d'en discuter, qu'il y en a un qui veut des enfants et l'autre qui n'en veut pas du tout. Et bien, sur une association professionnelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si dans les 2, 3 premiers mois, tout se passe bien, hein, forcément, il y a peu d'obstacles, on est dans l'euphorie de la création, ouais, ton projet il est super, regarde, j'ai plein d'idées, ah, super, moi je vais commencer à aller chercher mes premiers clients. Mais c'est en fait vraiment aux premiers obstacles qu'on se rend compte si l'association elle va tenir et si l'équipe est solide ou pas. Et il faut prendre le temps en fait de poser ses valeurs, de poser ses ambitions sur le projet. C'est extrêmement important de prendre le temps d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se comprendre pour aller le plus loin possible. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec mon associé Loïc. On a mis 1 an et 8 mois avant de s'associer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut 1 an et 8 mois systématiquement, mais en tout cas, on a mis 1 an et 8 mois à travailler ensemble et à apprendre à se connaître avant d'être sûr en fait qu'on était fait l'un pour l'autre et qu'on se comprenait vraiment pour pouvoir travailler ensemble dans de bonnes conditions. Et cette période d'essai, en fait, elle se, elle se, elle se comprend aussi sur le travail. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître, mais il faut apprendre à travailler ensemble parce que ce sont des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude de travailler, hormis si vous avez déjà travaillé avec elle avec cette personne dans le passé. Et là, dans ce cas-là, cette période d'essai sur la partie travail, elle n'est pas nécessaire. Mais en passant sur notre plateforme, par exemple, vous êtes qu'avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il faut apprendre à travailler ensemble. Et pour ça, il faut se mettre des petits sprints de 2 semaines ou fixer des objectifs qui sont réalisables avec des temps d'investissement qui sont assez similaires, des temps de travail qui sont assez similaires et voilà, et pas trop important en fait pour que les choses se passent bien. Vous allez vous mettre dans la bonne démarche, dans un cercle vertueux, vous allez créer une synergie et ça va vous permettre de mettre petit à petit la machine en marche. Et puis après, il y a cette partie-là, centrale gauche, un peu plus juridique, administrative, on va dire, où il y a beaucoup de choses à mettre en place. Premièrement, les clauses de confidentialité. Ça rassure, ça en général, hein, les profils techniques, quand vous venez avec votre charte de confidentialité, voilà, ça montre un premier cadre en fait. Hein, ça montre que voilà, votre projet, vous y tenez, que vous n'allez pas crier l'idée sur tous les toits. Et voilà, ça permet de signer un premier document ensemble pour se dire, voilà, on va commencer sur de bonnes bases. On va commencer par se promettre que cette conversation, elle sera entre nous et ça crée voilà, cette petite exclusivité qui est assez importante. Puis ça protège également votre idée, votre projet. Et puis derrière, la structure juridique. Une bonne association, elle se fait avec une bonne structure juridique. On fait une charte de confidentialité. On va faire une lettre d'intention de société. On va faire derrière un pacte d'associés avant de s'intégrer dans les statuts. On va beaucoup discuter. On se fait encadrer par un conseil. C'est extrêmement important d'avoir tous les bons conseils pour faire les bons choix. Comment est-ce qu'on intègre le profil si on a déjà une société créée? Est-ce que c'est via des BSPCE? Est-ce que c'est via des BSA, via des BSAR? C'est très important en fait d'être bien conseillé là-dessus pour que tout se passe bien. Et puis il y a une particularité en fait avec les profils techniques, c'est qu'il y a le code. Donc il est extrêmement important dès le démarrage de fixer que le code, la propriété intellectuelle du code, elle appartient pas à Jean-Baptiste qui est développeur ou à Baptiste qui est porteur de projet, elle appartient à l'entreprise, elle appartient au projet. Parce que je peux vous garantir qu'on a vu
des mauvaises expériences sur notre plateforme avec des profils qui se rencontrent sur la plateforme, un porteur de projet qui rencontre un profil technique, et puis ça se passe très bien. Et puis au bout d'un an, en fait, grosse engueulade, les deux profils se séparent, et sauf que rien n'avait été établi, structuré correctement, et le développeur est parti avec son code. Et pour le porteur de projet, c'est un an de perdu, hein, tout simplement. C'est-à-dire que pendant un an, on a travaillé sur un projet avec zéro production. Et je peux vous dire que pour avoir échangé avec ces profils-là, derrière, dans la tête, c'est très compliqué pour repartir et pour remonter un projet. Donc il faut se protéger, faire très attention à ça. Et puis la répartition du capital, ça c'est des choses pour moi, à voir assez rapidement, hein, d'avoir déjà une idée en fait de cette répartition, et puis derrière de poser les bases par rapport à ça. C'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux, à la fois aller assez vite. Si vous mettez énormément de temps à vous mettre d'accord là-dessus, c'est que c'est pas la bonne personne. Nous, sur la plateforme, on propose un outil qui prend une trentaine de critères et qui vous permet en fait, à partir d'un questionnaire, un certain une répartition qui est standard et qui est assez pertinente, et ça vous permet d'avoir une bonne base de négociation derrière pour créer votre répartition correctement, et puis pour monter votre entreprise. Donc voilà, c'est beaucoup de critères, à la fois la répartition des tâches, l'investissement en temps, l'investissement économique, les apports matériels, les apports immobiliers, le cursus de chacun, hein. Évidemment, quelqu'un qui a déjà monté 3 startups, qui a 40 ans, ça ne se valorise pas de la même manière qu'un porteur de projet qui a 20 ans et dont c'est la première création. Et j'ai rien contre ce jeune créateur, et je l'ai été, mais concrètement, ça ne se valorise pas pareil, on n'a pas la même expérience, on a fait plein d'erreurs quand on est un peu plus âgé. Moi, j'ai fait plein d'erreurs que j'aurais jamais imaginé faire il y a 10 ans, quand j'ai commencé à penser à créer une société. Et forcément, ce passif, il doit rentrer dans l'évaluation du capital. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant que je vous parle un petit peu de cofondateur, et puis derrière que je réponde avec grand plaisir à l'ensemble de vos questions, de vos nouvelles questions. Est-ce qu'il y a des petites questions par rapport à tout ce qu'on a pu dire? J'en vois pas. On va laisser quelques secondes aux participants pour peut-être la poser soit de vive voix, soit dans converser ou dans Q&R. Pas de problème. Écoutez, je continue. Moi, j'allais dire, j'ai pas l'impression. Alors du coup, je vous présente rapidement cofondateur. Il y a une question. Je vous écoute. Alors, c'est une question de Raphaël qui dit, donc si je comprends bien, ça doit être un salarié qui a aussi une participation au capital. Alors, pas forcément, Raphaël. Ça arrive en effet sur notre plateforme. Alors, je ne sais pas si vous parlez en fait de notre plateforme ou d'une association de manière générale avec un profil technique. On va dire que c'est une association de manière générale avec un profil technique. Pour vous associer, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un salaire ou bien une rémunération. La plupart des entrepreneurs, quand ils commencent, ils n'ont pas d'argent. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et quand je me suis associé à Loïc, on est parti sur une répartition simple au départ. En fait, on n'avait pas d'énormément d'argent chacun. On n'avait pas la possibilité au début, quand on lance une société, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, on n'avait pas la possibilité de se payer. Donc, non, pas forcément. Pour vous donner un chiffre, 90% des associations qui se font sur notre plateforme, c'est que de l'equity, donc c'est que de la prise de part. Et puis, il y en a 10% où, dès le départ, en fait, on met en place un petit salaire, une petite rémunération. Ça, c'est aux différents porteurs de projets, aux différents associés, en fait, de s'entendre ensemble pour voir un petit peu comment on fait, comment on met les choses en place. Et puis, ça dépend de l'investissement aussi du profil technique, du porteur de projet. Donc, pas forcément, en fait, mais vous pouvez bien sûr mettre un salaire si vous avez la possibilité de le faire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, la personne dit merci. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je présente un petit peu la plateforme. Je pense que vous pouvez présenter la plateforme et puis on pourra s'interrompre ou les voir après. De manière très simple. Alors, par rapport à ce que je vous disais. Donc, nous, sur la plateforme cofondateur.fr, notre métier, c'est de mettre en relation
ces porteurs de projets, comme des porteurs de projets comme vous, des startups, des entreprises qui sont déjà existantes, hein, avec ces profils tech qui sont expérimentés et vérifiés. Il faut savoir que tous les profils de la plateforme sont appelés. Ça, c'est un choix qu'on fait de notre côté parce qu'on est sur de l'association, on est sur de l'humain, et c'est très important pour nous en fait de le faire pour garantir une qualité de service qui est la plus acceptable possible, bien sûr. Le but, c'est de vulgariser le langage entre les deux, de leur donner toutes les bonnes pratiques en fait pour qu'ils se rencontrent, pour créer une collaboration et une création d'entreprise. Bon, je vous ai fait des petits nuages là, avec différents langages et différents profils en fait qu'on peut trouver sur la plateforme. Maintenant, ça n'a pas forcément énormément d'intérêt. C'est simplement pour vous dire que on trouve principalement des profils développeurs, lead développeurs, CTO avec des langages. Et puis, l'idée d'ici, c'est de vous dire tout simplement qu'on est sur tous les secteurs d'activité à partir du moment où le projet, bien sûr, est digital. Quelques sociétés qui sont passées par cofondateur.fr. Alors très souvent on nous demande mais attendez, je ne comprends pas, dans les sociétés que vous avez, on ne les connaît pas. Ouais, mais il ne faut pas oublier que la plateforme elle a 4 ans et que forcément en 4 ans on n'a pas sorti une licorne encore, hein, on n'a pas sorti encore un Blablacar, on n'a pas encore sorti un Ledger, un Doctolib. Donc on est sur des projets qui démarrent et qui vont de 0 à 20, 25 salariés. Et dans quelques années, on entendra sûrement parler d'eux. Et je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit sur la plateforme ou bien que ce soit sur tout ce qu'on vient de se dire par rapport à tout ça. Alors du coup, peut-être que je peux vous inviter à poser vos questions en direct, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez réactiver vos micros, ce sera plus interactif peut-être. Bonjour, moi c'est Salomé. Alors moi je ne cherche pas du tout un associé tech, D'accord. mais je ne sais pas où trouver mon associé. Justement, je suis dans l'écologie et du coup je suis un peu perdue parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour de la tech et pour moi, en plus avec le Covid, c'est compliqué de rencontrer des gens pour Bien sûr. s'associer. Quel type de profil vous cherchez, Salomé? C'est difficile à définir. En fait, moi, je monte une boîte de services qui accompagne les entreprises dans la réduction de leurs déchets, notamment au bureau, mais aussi pour la restauration et pour les collectivités. Et le but, c'est que je ne sois pas, comme ça repose sur mes compétences, c'est que je ne sois pas complètement seule pour accompagner des structures qui peuvent être un peu plus importantes que des PME. Et du coup, ça serait des compétences que je n'ai pas ou des compétences complémentaires. D'accord, ok. Alors déjà, vous êtes sûrement, je pense, enfin, vous prêchez un convaincu, mais dans la bonne démarche. Alors en effet, je pense qu'il y a quelques éléments de la présentation qui ont dû vous parler parce qu'on n'était pas à 100% sur du technique, il y avait quelques généralités qui sont liées vraiment à l'association. Mais en effet, c'est pas du tout sur notre plateforme que vous trouverez quelqu'un. Je peux quand même vous en conseiller quelques-unes de plateformes qui mettent en relation des porteurs ou porteuses de projets avec tout type d'associés. Donc on a Businessful, qui est une plateforme lyonnaise comme nous. Ça s'écrit, alors c'est une orthographe un peu particulière. BiznE2SFUL, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ils m'excuseront. Vous avez M'associer.fr maintenant, qui met en relation des porteurs de projets. Alors, ils sont aussi un peu sur du digital, mais pas que. Donc, vous allez peut-être pouvoir trouver du bonheur là-bas. Et puis, il y a ID's Voice aussi. ID comme idée en anglais, avec un oui. S, Voice. Voilà, donc, sur ces plateformes-là, je pense que vous aurez la possibilité de trouver quelques éléments de réponse, je pense. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Si je peux me permettre, on a aussi un partenaire de BGE Paris qui est l'association Tigre, TIGCRE, qui fait de la mise en relation et qui est plutôt dans l'intergénérationnel. Donc en gros, c'est s'associer avec un profil peut-être plus mature et qui aura... Senior, ouais. Voilà, c'est ça. Ok, super, merci beaucoup. Ils sont bien présents dans le paysage, on oublie souvent à tort de les citer, parce que voilà, ils ont pris une Qualité, un choix un peu particulier, mais qui est très très intéressant, je trouve. Ouais, super. Merci, je vais regarder tout ça pour trouver mon bon associé. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté? Bonjour. Bonjour.
J'aimerais savoir, en fait, parmi enfin, les profils que vous avez chez vous, est-ce que enfin, le moyen d'âge, c'est à peu près à quel âge? Alors, sur la moyenne d'âge de nos à la fois porteurs de projet, à la fois profil technique, on est sur du 25-34 ans. On est sur une trentaine d'années de moyenne d'âge. C'est la grosse majorité, des profils. Maintenant, on en a vraiment de tous les âges, hein. On a des profils techniques côté CTO qui peuvent parfois avoir 50, 60 ans sans aucun problème. Et puis pareil, en fait, côté porteur de projet, on a quelques porteurs de projet qui sont… Vous savez, on a 25 000 utilisateurs, du coup environ 16 000 porteurs de projet et en face 9 000 profils techniques sur la plateforme. Donc on voit vraiment un petit peu de tout. Donc je ne sais pas si vous posez cette question soit par rapport à ce que vous recherchez par rapport à votre âge, mais Non, par rapport à mon âge, oui. par rapport à votre âge, d'accord. Mais Ouais. vous trouverez forcément quelqu'un. Si c'est important pour vous d'avoir quelqu'un qui est de votre âge, et je peux le comprendre, vous Ah non, trouverez… non, pas du tout. C'est juste pour être, comment dire, pour ne pas être considéré comme Oui, étant trop tard pour démarrer il une n'est jamais trop entreprise. tard. Ouais. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour entreprendre. En tout cas, je me bats pour cette idée. Il n'est jamais trop tard pour entreprendre. D'accord. Et pour justement pour se porter en tant que candidate pour retrouver quelqu'un, donc moi je suis une porteuse de projet. Et Mhm. qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je n'ai pas compris votre question sur la plateforme, du coup. Oui, sur votre plateforme, oui. Ok. Alors, nous, on fonctionne avec en fait, des programmes d'accompagnement. Donc, en fait, il faut simplement vous inscrire, inscription gratuite. Vous pouvez poster votre projet. En postant votre projet, vous avez l'intérêt en général de profils techniques, si votre projet les intéresse. Et puis, derrière, si vous souhaitez être accompagné pour entrer en contact avec eux, on propose différents programmes en fait, pour vous aider, vous accompagner par rapport à ça. Et en plus, on a un code de réduction avec BGO. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête comme frais d'accompagnement, justement? Alors, nous, on a trois programmes. Du coup, on a donc, deux programmes qui sont des programmes de 3 mois. L'un qui s'appelle Standard, l'autre Premium. Le programme Standard, vous avez accès à l'ensemble de la base de profil technique pendant 3 mois. Vous avez un accompagnement vidéo et puis le support qui est constamment là pour vous aider. On est à 156 € hors taxe, donc pour 3 mois. Attention, ce n'est pas 156 € par mois, mais c'est 156 € pour les 3 mois. Le deuxième programme, on est à 396 €. La différence, c'est que vous avez un consultant ou une consultante qui est affilié à votre dossier, qui fait des rendez-vous avec vous toutes les 2 semaines et qui vous présente des projets de la plateforme, des profils pardon, de la plateforme, qui va vous présenter l'ensemble des profils de la plateforme pour vous aider à trouver plus rapidement. Et puis dedans, on a cet outil de répartition des parts dont je parlais tout à l'heure. On a un audit financier pour vous aider à trouver et des subventions et des prêts. Donc, on a quelques petites offres annexes. Et puis, il y a un troisième programme, mais qui en général est plutôt, qui n'est pas vraiment destiné pour moi aux porteurs de projets, qui est plutôt axé sur des entreprises un peu plus existantes déjà. C'est une recherche sur mesure où en fait on fait de la chasse, on va chercher des profils assez poussés pour les mettre en relation avec les porteurs de projets. D'accord. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé de ne pas surestimer son projet. C'est vrai que quand on pense à son projet, on pense que c'est le plus beau et que on pense qu'en parlant, quelqu'un d'autre va piquer l'idée. Donc, quand on se présente sur cette plateforme, qu'en est-il Oui. de la protection en termes de, comment dirais-je, enfin, pas de secret, mais en termes de De paternité confidentialité? de l'idée. Oui, voilà. Ouais. Alors, alors, nous, sur la plateforme, on propose des chartes de confidentialité que vous pouvez signer directement avec l'ensemble des profils de la plateforme, premièrement. Après, pour moi, si vous avez peur en fait de vous faire piquer l'idée, hein, c'est la peur numéro 1 de l'ensemble des porteurs de projet. Mm. Premièrement, je pense qu'on n'est pas obligé de dévoiler tout son projet dès le démarrage. Vous pouvez toujours parler de 80% de votre projet, puis garder derrière votre dos votre avantage concurrentiel, votre recette secrète, votre modèle économique peut-être qui est un peu particulier. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler sur la plateforme, mais pour moi, il faut quand même en dire un petit peu, quoi. Il faut vraiment… il faut qu'on sache dans quel secteur d'activité on est, il faut savoir quel est le service, il faut savoir à quel problème vous répondez. Mm. Il faut qu'on en sache un petit peu parce que
les porteurs de projets qui viennent sur la plateforme et qui mettent dans leur description un projet c'est secret ou bien à parler en MP, ils ne trouvent personne. Parce qu'en fait, dès le départ, en fait, ils montrent qu'ils sont très, très fermés et qu'ils ont très, très peur de ça et ça ne donne pas un premier bon signal. Donc pour moi, voilà, il ne faut pas hésiter à parler de son projet. C'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir trouver la bonne personne et puis échanger, avoir des retours utilisateurs. Et je finirai par une chose, sur la plateforme, la plateforme, ça fait 4 ans qu'elle existe avec ce modèle-là où on met en relation les porteurs de projets avec des profils techniques. En 4 ans, jamais personne n'est venu me voir ou n'est venu nous voir en disant bah ouais, je me suis fait piquer l'idée par un de vos développeurs, quoi. Ça n'arrive pas en fait, parce que pour la simple et bonne raison que vous avez une idée que vous n'êtes pas capable de la produire, mais que vous êtes capable de la vendre. Eux sont capables de la produire, mais ils ne sont pas capables de la vendre. C'est pas dans leurs compétences en fait de communiquer et de développer économiquement un projet. Donc pour moi c'est un faux problème et une fausse inquiétude. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors de toute façon, voilà, si jamais vous avez des questions, vous avez nos différents réseaux sociaux que je vous ai mis ici, et puis je vous ai mis voilà mon mail et mon numéro de portable. N'hésitez pas à le prendre si jamais vous voulez échanger sur votre projet, poser un peu plus de questions, mais pas devant tout le monde, parce que il y a toujours des questions justement de confidentialité. Il faut pas hésiter à les noter et je me ferai une joie d'échanger avec vous par rapport à ça. Donc, on a des personnes qui vous remercient dans la conversation. Un très grand merci, c'était très clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Eh bien, super. Super, je suis ravi, pour terminer d'avoir échangé avec vous là-dessus. Et puis, n'hésitez pas, si jamais il y a d'autres questions, des choses qui sont soit pas claires, soit besoin d'un peu plus approfondir, c'est avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup à vous pour la qualité de votre présentation. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire BGE Club. Et dans ce cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à la prochaine. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.